Bonsoir, très violents affrontements cet après-midi entre forces de l'ordre et viticulteurs. Cette fois dans le département de l'Aude. À Carcassonne, plusieurs dizaines de viticulteurs avaient décidé d'occuper l'entrée de la gendarmerie après l'interpellation de 4 d'entre eux, auteurs présumés d'un incendie criminel. Bilan des affrontements ce soir, 9 CRS blessés dont 2 atteints grièvement. Sur place, reportage Yves Gerbeau. C'est en début d'après-midi qu'ont débuté les premiers incidents devant la gendarmerie de Carcassonne. 200 viticulteurs étaient venus chercher 4 de leurs collègues, interpellés la veille au soir, à la sortie d'un restaurant près de Trèbes, après une action contre un camion de vin étranger. Rapidement, les coups sont tombés entre CRS et manifestants. Bilan 13 blessés du côté des forces de l'ordre. Au cours de cette bagarre, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aude, André Caz, a été interpellé. Un élu du Conseil général a tenté vers 16 h de jouer le médiateur. Je pense que quand il y a des camps comme ça qui sont opposés et qu'on ne trouve pas de lien de dialogue, l'élu, il est là pour ça, pour faire en sorte que les choses se passent bien et que tout le monde s'y retrouve. Ça ne sert à rien de créer un drame. Les choses avancent. J'espère que jusqu'au bout, ça se passera bien et que la journée se terminera bien. Alors que tout semblait se calmer, contre ordre de la chancellerie, les 4 viticulteurs restent pour le moment entendus par la gendarmerie. À 17 h 30, manifestants et forces de l'ordre étaient toujours face à face. Pour les viticulteurs, c'est l'État qui fait de la provocation. Les exactions, est-ce que c'est pas non plus l'État et le négoce qui en commet sur le plan économique en ruinant des familles entières parce qu'ils ne veulent pas appliquer la loi du marché, c'est-à-dire que les prix en cas de faible récolte augmentent? Quels sont les véritables responsables? C'est là que je pose la question. Pour le moment, la situation semble relativement calme à Carcassonne, mais la nuit pourrait l'être beaucoup moins. La situation reste néanmoins tendue devant la gendarmerie où policiers et viticulteurs restent toujours face à face. Santé maintenant, les principaux accusés dans l'affaire des hémophiles contaminés par le virus du sida. Ces accusés se défendent. Après le docteur Roux, il y a quelques jours, qui avait donné une connotation politique à l'affaire, c'est le docteur Garetta qui réagit aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. L'ancien directeur général du CNTS réclame la constitution d'un jury d'honneur international et il invoque également la responsabilité très partagée de personnalités politiques, administratives et médicales. Didier Auriac. Le docteur Garetta refuse le rôle de bouc émissaire. Toutes les décisions impliquaient plusieurs dizaines de décideurs. Mon inculpation doit donc se situer dans un cadre de co-responsabilité. Sinon, cette inculpation ne conduira qu'à jeter en pâture quelques têtes, ce qui serait profondément injuste. C'est ce que déclare dans Le Monde aujourd'hui l'ancien directeur du Centre national de transfusion sanguine. Selon le docteur Garetta, plusieurs centaines de responsables politiques, administratifs et médicaux sont impliqués dans cette affaire. Autre accusation, celle lancée par le professeur Roux dans François. En juin 85, devant l'Assemblée nationale, Laurent Fabius avait promis 200 millions pour le dépistage des dons de sang. Seulement, ce discours n'a jamais été appliqué. Je dis que c'est là la raison essentielle du retard de la mise en place des tests. L'ancien directeur général de la Santé, membre du comité central du Parti communiste, poursuit donc ses attaques contre Laurent Fabius et il réitère dans François les propos déjà tenus cette semaine. Selon lui, les fonds destinés à la prévention ont bien été affectés à d'autres postes et notamment sur le compte spécial du Premier ministre. Jeudi, suite à ces affirmations, Laurent Fabius avait annoncé qu'il allait engager des poursuites en diffamation à l'encontre du professeur Roux. Directement mis en cause ces jours derniers, l'ancien ministre de la Santé, Edmond Hervé, a rappelé aujourd'hui que les décisions concernant le chauffage du sang avaient été prises à l'unanimité en 1985 par une commission regroupant une trentaine de personnes. Edmond Hervé a également précisé que la France avait été en pointe dans le dépistage du sida. Je peux vous dire qu'en matière de dépistage du sida, la France a été l'un des tout premiers pays au monde à prendre la décision du dépistage systématique obligatoire du sida. Et cette décision a été prise très rapidement. Je me permettrai de rappeler 2 choses. Premièrement, de 1980 à 1985, les crédits de prévention générale ont été multipliés par 3. Deuxième rappel, la sécurité sociale, dans ce domaine comme en d'autres, a fonctionné à guichet ouvert. Voilà quelle est la réalité. Et puis, par-delà cette question, il y a un grand principe que je veux rappeler. Il ne faut pas traiter cette période de 84-85 en fonction des
connaissance que nous avons aujourd'hui. Politique, le congrès du RPR jusqu'à demain soir à Paris. Le mouvement gaulliste devrait adopter un projet de gouvernement destiné à montrer qu'il a sur tous les sujets des solutions d'alternance. Reste une grande question qui ne sera pas débattue pendant ces 2 jours. Le RPR et l'opposition devront-ils passer des alliances électorales pour gagner? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, Nicolas Sarkozy, secrétaire général adjoint du RPR, qui est notre invité. Mais tout de suite, le reportage de Jérôme Catala et de Marie-Hélène Roqueton au Palais des Congrès. L'union de l'opposition en marche, c'est le sens de la visite du président du Parti républicain Gérard Longuet aux congressistes du RPR. Le mouvement gaulliste qui adoptera demain un véritable programme de gouvernement avec comme objectif les élections régionales et législatives avant de penser aux présidentielles. Titre de ce projet du RPR, rassembler pour changer. Mais pour rassembler et pour gagner, l'opposition est confrontée à l'éternelle question des alliances avec le Front National ou les écologistes. Et du côté du Parti républicain, certains comme Michel Poniatowski ne sont pas contre l'idée d'accord avec le FN. Le président du Parti républicain, lui, refuse de se déterminer par rapport à Jean-Marie Le Pen. Je peux vous apporter le témoignage que... La personne que vous avez citée, dont j'ai oublié le nom, n'est pas le pivot essentiel de la vie politique française. Ce qui m'intéresse dans la France, ce sont les Français tous, ensemble. Même ligne de conduite pour la direction du RPR qui veut dorénavant s'en tenir à la charte de l'Union pour la France qui interdit de passer le moindre accord avec le Front National. Mais Patrick Devedjian, député RPR des Hauts-de-Seine, veut aller plus loin et propose à Jacques Chirac un combat symbolique contre Jean-Marie Le Pen dans les Alpes-Maritimes. Je crois que l'enjeu des régionales, c'est ça, c'est la montée du Front National. Eh bien, il appartient à notre formation, il appartient sans doute à Jacques Chirac, qui est actuellement le leader de l'opposition, de venir défier Jean-Marie Le Pen sur le terrain que lui-même a choisi. Et je crois qu'en faisant ainsi, nous montrerons à toute la France qu'il n'y a aucune ambiguïté entre le Front National et nous. Autre alliance possible, les Verts. Depuis plusieurs mois, le RPR fait les yeux doux aux écologistes. Aucun accord global n'est pour l'instant évoqué, mais au coup par coup et au niveau local, l'apport des voix vertes pourrait s'avérer important. Et si pour l'heure, le mouvement gaulliste en est à l'adoption de son programme, la question des alliances risque de se poser très rapidement. Alors Nicolas Sarkozy, posons-là cette question. Avec qui le RPR va-t-il s'allier? Avec les Verts ou avec le Front National pour gagner? D'abord, le RPR va gagner avec l'UDF dans le cadre de la stratégie de l'UPF. C'est celle de l'opposition unie. C'est l'opposition unie qui gagnera les élections. Si tel ou tel veut nous rejoindre par la suite parmi les électeurs, pourquoi pas? Ça ne sera pas toujours suffisant pour gagner. Mais notre stratégie d'alliance est très claire, nous l'avons dit. Combien de fois devrons-nous le rappeler? Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Et avec les Verts? Ça fait partie même d'un accord qui a été signé par l'ensemble des formations de l'opposition. Avec les Verts, mais ma foi, les Verts ne sont pas condamnés à gouverner avec les socialistes. Les Verts peuvent comprendre que la meilleure façon de défendre l'environnement, c'est la propriété privée, et que pour défendre l'environnement, il faut de l'argent dans les caisses. Et pour qu'il y ait de l'argent dans les caisses, il faut que la machine économique reparte. Et pour que la machine économique reparte, il faut que l'opposition soit au pouvoir. Les pires désastres écologiques se trouvent dans les pays qui ont connu le socialisme. Alors une autre question, je sais qu'il s'agit d'une affaire interne à l'UDF. Comment réagissez-vous aux propos réitérés de Michel Poniatowski sur l'immigration? Toléreriez-vous que quelqu'un s'exprime de cette façon au RPR? Moi, vous savez, je vais vous dire, les bras m'en tombent. Que les responsables de l'opposition arrêtent de marquer des buts contre leur propre camp. Une stratégie a été définie. Celle-ci a été adoptée à l'unanimité des dirigeants du RPR et de l'UDF. Notre boulot maintenant, il est simple. Travailler pour convaincre les électeurs. Et tous ceux qui parlent, comme m'a parlé M. Poniatowski, divisent l'opposition et font de la publicité à M. Le Pen. Nous, ce que nous avons à faire, c'est comme le fait le congrès du RPR ce matin, réfléchir aux propositions que nous avons à donner aux Français. Tout le reste, c'est division ou publicité personnelle, et pour ma part, je condamne les deux. Alors, revenons justement aux propositions. Jacques Chirac, cet après-midi, a déclaré que la France avait besoin de changements, d'adaptation institutionnelle. Soyons précis, c'est quoi ce changement? C'est une réflexion sur le quinquennat ou un septennat non renouvelable? Où va votre préférence, vous? La France vit depuis 10 ans une présidence socialiste. Elle est devenue un pays frileux, comme une chape de plomb de conservatisme et d'archaïsme. La France a besoin de réformes profondes. Alors la clé de voûte de ces réformes, le verrou qu'il faut le faire sauter, c'est rénover nos institutions. Cela veut dire quoi? Premièrement, développer la possibilité de référendum. Deuxièmement, rendre tout son pouvoir au pouvoir législatif. On ne peut plus continuer avec une Assemblée nationale et un Sénat dont les pouvoirs sont foulés aux pieds aujourd'hui. Nous voulons un nouveau rééquilibrage. S'agissant du débat sur septennat et quinquennat,
Le thème et la décision n'a pas été encore prise par notre formation politique. Je suis pour ma part vigoureusement pour le quinquennat. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est beaucoup de pouvoir et il est normal que de temps à autre, à espace plus régulier, plus fréquent, le président de la République vérifie sa légitimité. C'est normal. Un dernier mot pour l'anecdote. Jacques Chirac, candidat aux élections régionales dans les Alpes-Maritimes, comme le suggérait Patrick Devedjian, c'est une hypothèse qui n'est pas sérieuse? Et Jacques Chirac n'est pas un commis voyageur, voyez-vous. Jacques Chirac est un homme d'État qui a conduit à la plus importante formation politique de ce pays. On en a besoin à la tête du RPR, à la tête de l'opposition, mais pour gagner les prochaines élections. Donc il a déjà, avec la Corrèze, l'Île-de-France et l'ensemble de la France, suffisamment à faire. Je vous remercie. En tout cas, Léon Schwarzenberg sera bien le candidat de la majorité présidentielle dans les Alpes-Maritimes. Il a jugé ce matin dans une conférence de presse que le phénomène Le Pen avait quelque chose de très résistible. À l'étranger, les derniers ressortissants français quittent actuellement le Zaïre qui reste en proie à de multiples scènes de violence. Fait sans précédent dans l'histoire des relations franco-africaines, le Quai d'Orsay a décidé hier soir d'interrompre toute coopération civile et militaire avec Kinshasa. Commentaire de Francine Raymond. La sanction est tombée 2 heures après la décision du général Mobutu de nommer un nouveau Premier ministre acquis à sa cause. 1 mois après le début des troupes qui ont provoqué l'intervention militaire de la France et de la Belgique pour évacuer leurs ressortissants, alors que la communauté européenne exigeait la mise en place au Zaïre d'un gouvernement jouissant d'un large soutien populaire, Mobutu reste sourd aux appels répétés des Occidentaux pour instaurer la démocratie dans son pays. Paris était la dernière capitale occidentale à coopérer encore avec Kinshasa. Bruxelles et Washington ont suspendu leur aide l'an dernier pour cause de non-respect des droits de l'homme. Au dernier sommet franco-africain de La Baule, François Mitterrand avait lié le maintien de l'aide française à la démocratisation des régimes africains. Au Zaïre, la France passe à l'acte. La Belgique, ancienne puissance coloniale, restée malgré tout très présente dans le pays, elle aussi lâche Mobutu. Le Zaïre, livré à lui-même, proche du chaos, risque de retrouver ses vieux réflexes tribaux. L'opposition zaïroise, mal organisée, profondément divisée, redoute par-dessus tout le discours régionaliste du nouveau Premier ministre choisi par le général Mobutu. En Yougoslavie, accalmie relative aujourd'hui sur les fronts situés à l'ouest de la Croatie, à Dubrovnik notamment. Les tirs ont cessé depuis la nuit dernière, mais les forces fédérales ont lancé un ultimatum aux unités croates qui tiennent encore la ville. Elles ont jusqu'à demain 20 heures pour rendre les armes, alors que la population civile est invitée à profiter de ce délai pour quitter la cité adriatique. Si un calme tendu règne ce soir à Dubrovnik, de violents combats ont eu lieu dans plusieurs autres régions de Croatie, dans l'est notamment, place forte de Vukovar. La place de Vukovar a été la cible d'un pilonnage intense de lance-roquettes. Scrutin de la plus haute importance demain en Pologne, mais les élections législatives vont pourtant se dérouler sur fond de crise politique, économique et sociale. Le passage du communisme au capitalisme ne va pas sans grande difficulté, bien loin d'être résolu aujourd'hui. Au total, demain, 69 listes vont briguer les suffrages des Polonais. Autant dire tout de suite qu'aucune majorité ne sortira des urnes. À Varsovie, reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman, Robin Teboul. À leur tour, les mineurs polonais réclament leur dû au gouvernement. Une représentation d'1 millier de mineurs est montée de Silésie à Varsovie. À la veille des élections, ni Valéza ni le Parlement n'ont accepté de les recevoir. Cette grogne illustre le profond malaise social qui gagne un pays en proie à la récession. Depuis 3 jours, je suis à la retraite. J'ai 750 francs par mois. Vous pouvez me dire comment je nourris ma famille? Comment? Et ça, après 25 ans passés au fond de la mine? Qu'est-ce que vous pensez de vos hommes politiques en Pologne? Des nuls, des incapables. Ils se sont coupés des gens. Ils ne veulent recevoir ni les ouvriers, ni les paysans, ni les mineurs. Personne. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Girardów, au centre de la Pologne, 41 000 habitants. Chômage et déclin. Ici, on refuse la politique du gouvernement pour qui l'austérité est le seul choix possible. Beaucoup nous ont confié qu'ils hésitent encore à voter. Et pourtant, la majorité affirme vouloir sanctionner la politique du gouvernement. Je travaille depuis 31 ans. J'ai 300 francs pour payer le loyer, l'électricité, manger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est sûr qu'on va se révolter. Nos estomacs ne vont pas résister. Maintenant, nous sommes totalement brisés. Rancœur, amertume, le constat est là, le mécontentement monte en Pologne. Hier soir, dernier meeting de la campagne.
Une salle presque vide. Nous sommes loin des 2 années précédentes où les réunions électorales dans les plus petites villes attiraient des milliers de personnes. Ces 2 candidats du centre et de Solidarité qui font alliance ont un argument. C'est la faute du gouvernement actuel si la Pologne va si mal. Ce n'est pas la faute de Wałęsa qui n'a aucun pouvoir. Chacun le sait, aucune majorité ne sortira des urnes. Il y aura très certainement des crises gouvernementales à répétition. C'est pour cela qu'il faudra donner des pouvoirs forts à la présidence, comme en France, dans votre système gaulliste. Ce qui frappe ici, c'est la montée des inégalités. Et puis aussi le sentiment d'injustice qui grandit dans la population. 2 ans après la chute du communisme, l'avenir de la démocratie paraît bien incertain en Pologne. Justice en France, on attend toujours ce soir le verdict dans l'affaire Canson. Cela fait bientôt 8 heures que les jurés sont réunis pour délibérer à Draguignan afin de se prononcer donc sur la culpabilité de Joël Penel. Sur place, Albert Ripamonti. La dernière sortie de Joël Penel, pour elle, a commencé l'attente interminable. Depuis midi moins le quart, la cour d'assises délibère et doit répondre à 88 questions. La plus importante concerne la séquestration de Madame de Canson. Pour ce qu'il soutient être un crime, l'avocat général Cortés a requis 20 ans de réclusion. Le réquisitoire de la démesure s'est indigné Maître Garot. 20 ans, mais ce serait une erreur judiciaire. Certes, Joël Penel n'est pas une sainte, mais c'est davantage une bécassine rêveuse qu'une criminelle. La séquestration ne tient pas. On ne séquestre pas les gens par téléphone, on ne séquestre pas les gens par correspondance, et quand on est, comme l'a dit l'avocat général, presque toujours absent, je ne vois pas bien comment on peut séquestrer dans une maison où il y a d'ailleurs 2 enfants de 9 et 13 ans. En pleurant, Joël Penel balbutie quelques mots, les derniers. Je n'ai jamais séquestré Madame de Canson, je m'en suis occupé profondément, je l'aimais. Bécassine ou geôlière, au juré du Var de le dire. Nous terminons le journal avec un début de polémique entre scientifiques sur l'origine des peintures qui décorent la grotte sous-marine, découverte, vous le savez, près de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Selon le ministère de la Culture, les œuvres rupestres ont un peu plus de 18 000 ans d'âge, mais selon certains spécialistes, les choses ne sont peut-être pas aussi claires. Pascal Justice. Si l'on en croit le ministère de la Culture qui vient de rendre publiques les premières analyses de datation au carbone 14 effectuées sur un foyer au centre de la grotte, les figurations sur les parois pourraient avoir plus de 20 000 ans. Elles dateraient donc d'une époque très rare et seraient une véritable aubaine pour les chercheurs. Mais à la vue des documents présentés, certains d'entre eux sont très sceptiques et s'interrogent sur l'authenticité des figures rupestres. Je m'interroge sur l'origine de ces figures, telles le cerf, qui ressemble à des cerfs de la grotte de Lascaux. Dans ce cas-là, il aurait 17-18 000 ans. De même que pour un cheval qui ressemble par sa tête à un cheval de Nio, et dans ce cas-là, il pourrait avoir 14-12 000 ans à peine, tandis que ce cheval ressemblerait à des peintures de la grotte espagnole de Tito Bustillo, il aurait une quinzaine de milliers d'années. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que l'équipe d'Angleterre de rugby a gagné son billet pour la finale de la Coupe du Monde en battant l'Écosse cet après-midi 9-6. Prochain rendez-vous d'information soir 3 à 22h45. Je vous y retrouverai. Passez d'ici là un très bon début de soirée.